je suis avec Jérémy Mercier. Salut Anne. Je suis ravie de te revoir parce que c'est la deuxième. Enfin non, nous on s'est déjà vu quelques Oui, fois, oui. mais je veux dire c'est la deuxième fois que tu viens sur Reporter Citoyen. Oui. Et j'avais envie de te donner la parole parce que tu es un de ceux qui osent parler d'un sujet qui bouleverse quand même tout ce qui est santé, c'est-à-dire tu remets en question l'existence des virus. Absolument. Donc tu reprends la théorie Béchor contre Pasteur. Et voilà, Alors, je ouais. ça peut exprimer. Il y a de ça. Alors après, je suis pas un grand spécialiste de Béchamp, mais en tout cas, j'avance dans mes recherches, mes lectures, et puis les échanges que je peux avoir, et même sur l'analyse de ce qui s'est passé pendant Covid, par exemple. J'arrive à la conclusion que le modèle qui prétend qu'il y aurait des particules nanoscopiques qui viendraient parasiter les cellules pour ensuite se reproduire et ensuite recréer ces particules nanoscopiques qui infecteraient d'autres cellules, voire d'autres personnes, donc les virus, quoi. Ce modèle ne tient pas la route. C'est ça la conclusion. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors, ce qui me fait dire ça, déjà, c'est qu'on a fait des recherches avec Denis Rancourt, donc ancien professeur de physique à l'Université d'Ottawa, avec qui je travaille depuis 5 ans. Et on s'est rendu compte que on ne peut pas voir de propagation dans la supposée pandémie de Covid. Il n'y a pas un phénomène de mouvement, de mortalité toute cause qui indiquerait qu'il y a quelque chose qui se transmet et qui se diffuse dans le monde comme ça. On ne voit pas ça. Il y a des pics, par contre, des pics de mortalité qui correspondent par contre à des mesures plus ou moins stressantes au sens large sur la population qui vont tuer les plus faibles. Et avec donc des pics de mortalité à certains moments, quand on empêche les gens de librement accéder à des soins ou qu'on va fortement stresser les personnes les plus vulnérables, par exemple dans des EHPAD, donc je ne sais pas comment dire en Belgique, les maisons de retraite. On va les stresser parce que si elles ont un test positif, on va pousser à tester les gens, puis si elles ont un stress positif, on les enferme. Enfin, c'est des trucs comme ça inhumains qui ont été faits. Ça tue les gens. Ça tue très clairement les gens. Par contre, on ne voit pas qu'il y a une maladie qui viendrait décimer les gens en avançant d'est en ouest et de sud au nord ou je ne sais pas quoi, comme un modèle de propagation virale le montrerait. Donc, pour nous, on dit qu'il n'y a pas eu de pandémie Covid, d'une part, et il n'y a pas non plus de phénomène de transmission qui peut être détecté. Ça nous amène après à nous poser des questions de façon plus générale sur le modèle viral et la transmission. Et c'est là que Denis Rancourt m'a conseillé en 2021-2022 de lire un livre qui venait de commencer, qui s'appelle Virus Mania, qui a été écrit par deux Allemands, donc Thorsten Engelbrecht et Klaus Köhnlein, qui ensuite ont rajouté 2 personnes pendant la période de Covid, à savoir Sam Bailey, qui est une médecin néo-zélandaise, et Stefano Scoglio, qui est un chercheur italien, que j'ai interviewé, donc Stefano, il y a 1 an et demi. Alors, il est décédé depuis, malheureusement. Ah, tiens donc. Ouais. Bon, après, oui, bon, je ne sais rien dire, mais... Voilà. Maladie de Charcot. Ah oui. Pas vacciné, normalement en tout cas. Donc je sais pas, mais en tout cas voilà, il est décédé. C'est quelqu'un qui avait des idées très intéressantes sur beaucoup de sujets. Et Sam Bailey, je suis en contact avec elle depuis un moment. Et enfin, je sors ce soir, donc 1er février, je sais pas à quelle date ça sortira cette vidéo, mais ce soir je sors mon interview de Sam et Mark Bailey sur justement cette question de la virologie. Et moi, le bouquin Virus Mania à l'époque, quand je l'ai lu, donc c'était en début 2022, m'a vraiment, c'était une claque monumentale, parce que ça remettait. J'étais pas accroché à ce modèle viral, mais n'empêche que ça disait de façon très clairement que certaines maladies hyper redoutées d'une certaine manière, en fait, c'était pas du tout une histoire de virus, et qu'en fait, il y avait d'autres explications. Je pense à la polio, je pense au sida, je pense à même la grippe, etc. En fait, le modèle viral ne tient pas la route. Sida, moi, j'ai été amené après cette lecture qui m'a bien retourné, que j'ai dû mettre 3-4 mois pour lire le livre. C'était une claque à chaque page que j'ai poussé les recherches sur Sida et tout allait dans ce sens-là, effectivement, de dire que finalement, il n'y a pas eu de pandémie Sida d'une part, mais en plus de ça n'a aucun rapport avec un supposé virus VIH. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas ça. Donc, ça remet tout en question. Ça remet même en question la découverte supposée de Luc Montagnier et de son équipe, prix Nobel de médecine pour ça, quand même, et en plus classé dans la catégorie dissident récemment, jusqu'à son décès en 2022, il me semble. Et donc, ça remet ça en question aussi. Et c'est quoi l'explication de Sida ? Je suis allé chercher et fouiller dans tout ce qui a été écrit et faire le tri, etc. Et moi, j'en ai la conclusion que c'est lié à des produits toxiques que, notamment, la communauté homosexuelle
dans certaines grandes villes utilisés à dose vraiment excessive, à savoir des poppers, des nitritramine, voilà. qui bousillaient les poumons et qui après pouvaient causer soit des, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est pneumocystose, le terme de la maladie au niveau des bronches, soit syndrome de sarcome de Kaposi, pardon, avec des grosses taches sur la peau, un cancer un peu bizarre, enfin bon, très très particulier. Mais on peut expliquer ça par des produits chimiques toxiques en fait, poppers, peut-être en plus si c'est additionné à souvent des antibiothérapies préventives, parce que certaines personnes parmi les homosexuels de ces grandes villes, ils se mettaient sous traitement antibiotique en pensant que ça les protégeait de maladies dites sexuellement transmissibles. Donc ça, plus poppers, plus peut-être de la drogue, etc., ça fait pas un super cocktail. Et certaines donc ça personnes... s'attaque à l'immunité. Les gens sont malades, ils ont des symptômes. Donc c'est un syndrome d'immunité défaillante, quoi. Je sais même pas si j'ai envie de dire ça. Moi, je dirais juste, il y a des symptômes qui montrent que le corps essaye de se débarrasser de produits toxiques comme il le peut. Voilà. Donc soit avec des champignons dans les poumons, soit avec des réactions du corps pour éliminer tentative de retour à l'équilibre malgré des produits toxiques. Voilà. Et donc ça, c'était par rapport aux homosexuels. Mais après, tu as eu soi-disant le sida en Afrique où, en fait, on a classé sida, en gros, toutes les maladies des Africains, en partant du principe que, de toute façon, je vais caricaturer, hein, ils baissent comme des bêtes, ils font n'importe quoi, donc ils sont tous malades du sida, ce qui est complètement faux et, en fait, hyper raciste sous des faux arguments de bienveillance et de protection des pauvres Africains qui sont touchés par le sida. En fait, il y a vraiment un mépris hallucinant, comme avec les homosexuels d'ailleurs, hein. C'est la même chose. Hein. Et après, on a fait croire aussi que des gens pouvaient se transmettre le sida par des échanges de seringues souillées et contaminées. Et ça aussi, c'est bidon. Enfin, on sait que de toute manière que ça ne tenait pas la route, puisque même on disait, même s'il y avait un virus, soi-disant, du sida, ça ne restait pas à l'air libre. Ouais, mais quand même, ils diront s'il y a un peu de goutte de sang qui est passé dans la seringue, du coup, en se réinjectant avec la même seringue, quelqu'un va récupérer du sang contaminé de la personne qui vient lui filer sa seringue et va développer le sida. Et en fait, simplement, les gens, ils étaient malades de leur usage de drogue intraveineuse. Et après, ils étaient malades aussi, et ça c'est très important, parce qu'ils prenaient des traitements toxiques, la ZT notamment, qui a été une catastrophe et qui a tué beaucoup de monde. Et en fait, on disait aux gens, si vous ne prenez pas ce médicament hyper toxique, vous allez mourir de sida. Donc ils prenaient un médicament qui les rendait malades, et on leur disait, ouais, mais là vous serez tellement plus malade si vous ne prenez pas de médicament. Enfin, c'est une espèce de logique fallacieuse en permanence utilisée pendant cette pseudo-pandémie sida qui est insupportable. Donc je l'ai dénoncé ça dans des vidéos. Checké direct par l'AFP, alors que c'était un moment où je pensais qu'il y avait une plus grande liberté. C'était en 2023, je crois. Voilà. Mais ce qui est étonnant aussi, parce que tu oses, parce que je veux dire, même par rapport à la dissidence, entre guillemets, tu es totalement à l'encontre d'une partie. Oui, parce qu'ils n'en parlent pas. Parce qu'on est quand même amené, nous, à fréquenter énormément de médecins. Ouais. Alors, tu vois, moi, je côtoie les gens des deux côtés. Donc moi, ça m'interpelle, je t'avoue. Je suis interpellée parce que c'est quelque chose c'est pour ça que je te donne la parole, parce que je me pose toujours des questions avec beaucoup de discernement face à mes auditeurs, et ils le savent, c'est que ce qui était hier possible, en fonction de qui je vais rencontrer, en fonction de mon état de discernement justement actuel, va me permettre aussi de changer tout doucement une vision des choses. Et moi, cette vision, je l'ai depuis un certain temps. Et alors, tu sais, tu es un peu mitigé parce qu'en fait, tu es quand même amené à avoir des fausses croyances ou des croyances qu'on nous a vraiment imprégnées, et sortir de ces habitudes de croyances est très difficile. Bien sûr, c'est difficile. Donc, je veux dire, toi, tu es dans le combat depuis un certain moment. C'est ça. Mais Virus Mania, moi, c'est venu perturber plein de croyances que j'avais. Alors, la différence, c'est que moi, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas passé par ce formatage médical par lequel ils sont passés. Donc, pour beaucoup de médecins, c'est encore plus dur. Alors, je connais quelques médecins qui ont compris et qui sont au taquet, alors plutôt en se cachant parce que c'est... s'exposer avec cette vision-là en tant que médecin, c'est encore plus compliqué. Moi, j'ai cette liberté totale. Je suis pas médecin, j'ai pas d'ordre des médecins, je m'en fiche complètement de tout ça. Je suis libre. Mais pour moi, c'est essentiel de faire cette démarche-là scientifique, à savoir remettre en question. Toi, la science, c'est tu utilises un modèle, une théorie. Tant qu'elle est bonne, très bien, on continue. Mais si elle n'est pas bonne, il faut la revoir. Exactement. Et là, il se trouve qu'il n'y a rien qui va là-dedans. Et donc, Virus Mania m'a vraiment ouvert les yeux sur les virus en général. Et en poussant sur SIDA, il y a un chapitre SIDA dans ce bouquin Virus Mania. J'ai lu un livre qui s'appelle les 10 plus gros mensonges sur le SIDA.
d'un Belge, Étienne Verhaeren. D'accord. Et je me souviens plus comment s'appelle le journaliste français, il me semble, qui a bossé avec lui sur ce livre. Mais là, c'est stupéfiant. Enfin là, vraiment, ils enfoncent le clou, c'est fini. Alors que Étienne Verhaeren lui-même croyait au virus. C'est un spécialiste des rétrovirus, entre guillemets, mais il dit non, sida, n'importe quoi, VIH, c'est des conneries, etc. Donc, et avec des arguments vraiment béton. Donc les deux ensemble, pour moi, c'était magique. Et du coup, ça m'a même amené à remettre en question le scandale du sang contaminé. Parce que s'il n'y a pas de VIH, s'il n'y a pas de... Qu'est-ce qui s'est passé alors, selon toi? C'est qu'en fait, il n'y a pas de sang contaminé. C'est-à-dire qu'on fait des tests de séropositivité qui veulent dire tout et n'importe quoi, comme les tests Covid. Hein, et si quelqu'un se fait tester, on lui dit « Ah, pas de bol, puis tu vas mourir parce que le sida... » Dans les années 80, c'est la personne, moi je suis consciente, hein, je veux dire quand il y a un cancer, etc., qu'un médecin ose dire à une personne, vous n'en avez plus depuis 6 mois, je trouve ça criminel parce qu'à partir du moment où tu le dis, tu programmes la personne à se dire qu'il lui reste plus de 6 mois. Et les gens, donc, je trouve ça scandaleux. Ils obéissent à ces programmes, les gens de façon inconsciente, très souvent, bien sûr. On leur dit 6 mois et ça durera 6 mois, effectivement, sauf s'ils ont vraiment une volonté très forte qui va les amener à dépasser le conditionnement dans lequel on veut les mettre. Et à l'époque, SIDA, on te disait tu vas mourir. Donc, tu as des gens qui se laissaient mourir, tu as des gens qui se suicidaient, tu as des gens qui adoptaient des conduites à risque extrêmes, du coup, ils mouraient de toute façon. Donc ça a été vraiment catastrophique. Alors, pas non plus, il n'y a pas eu de pandémie où on a vu des millions de morts, etc. C'est pas ça, c'est pas à ce niveau-là. Mais n'empêche que les gens qui étaient touchés directement par un test de positif, ils étaient séropositifs, c'est-à-dire pestiférés, avec beaucoup moins de droits, des obligations de soins. Ça me rappelle le film de Philadelphia. Je ne l'ai pas vu, mais j'aimerais le voir. Voir la musique extraordinaire. Il faut le voir parce que ça te montre déjà comment ils étaient traités en tant que séropositifs. Dès qu'on mettait une étiquette sur la personne, je veux dire, toute leur vie changeait. Donc, même plus d'actes fraternels, etc. Les gens avaient même peur. Même se toucher, c'était compliqué. Alors, et si quelqu'un avait une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre sans lui dire qu'il était séropositif, par exemple, c'est la prison, ça. En fait, c'est considéré comme criminel. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce qui a été expérimenté reproduit pour Covid. En fait, l'arnaque Covid a eu besoin d'un arnaque SIDA au préalable. Pour SIDA, ça me fait penser au test PCR. Exactement. On devenait un pestiféré si on avait Covid, et pas le vaccin Covid. Voilà. Et donc, en fait, les gens qui n'ont pas été vaccinés ont été marginalisés pendant une courte période, comme les séropositifs ont pu l'être et peuvent l'être encore aujourd'hui, par des lois iniques, en fait, qui séparent les citoyens, qui les trient en fonction d'un statut de séropositivité, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de base scientifique et qui a des conséquences graves sur sa vie sociale et sa vie tout court même. Par contre, donc, tu parles que l'inexistence des virus, ce serait une probabilité. Par contre, on parle énormément des bactéries, donc des bactéries et des parasites. Ouais. Là, ça pourrait être une raison de certaines maladies, parce que là, on en vient quand même à dire que le cancer, par exemple, ce serait effectivement des parasites, que certaines maladies neurologiques, ce serait des parasites. Alors, tu vois le Robert qui parle, lui, il englobe pratiquement toutes les maladies, serait une cause parasitaire. Alors, je dirais pas les choses exactement comme ça. Donc moi, je remets en question l'existence des virus. En science, on ne peut pas dire que quelque chose n'existe pas. Ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Simplement, je dis le modèle ne fonctionne pas. Donc, je n'ai pas de raison de penser que ce modèle viral, il ait une quelconque pertinence, parce on n'a jamais montré qu'il était pertinent, tout simplement. Maintenant, les bactéries, bien sûr, ça existe et ça se voit. Il n'y a pas besoin de faire d'expériences bizarres. D'ailleurs, je précise que le terme, quand on dit isoler un virus, c'est pas du tout isoler un virus. Ça n'a pas du tout. Ça n'a pas du tout le sens qu'on imagine. Donc, c'est un sujet qu'on développe dans ma vidéo avec Sam et Marc Bailey, là, qui est sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jérémy Mercier, parce qu'il est toujours super intéressant. Tant qu'elle existe, en tout cas. Sinon, après, on me trouve ailleurs, mais bon. Mais bon, voilà. Donc là, les virus, voilà, le modèle n'est pas bon. Après, les bactéries, bon, ça, il n'y a pas de problème. On prend un microscope tout bête, on voit une bactérie. Exactement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une bactérie est responsable de ceux dont on l'accuse. C'est-à-dire que quand on va... Il y en a de la flore vaginale, la flore buccale, etc. Mais quand quelqu'un a une maladie infectieuse, entre guillemets, souvent on va dire « Ah oui, il y a telle bactérie là, donc c'est à cause de la bactérie. » Par exemple, tu as une angine bactérienne, machin, on dit c'est à cause de la bactérie qui a l'angine. Et en fait, moi je dis, c'est probablement plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries parce qu'il y a peut-être des tissus qui ont été blessés ou abîmés par
un environnement Une toxique, réaction, etc. une réaction La bactérie qui vient provoque- nettoyer. Ah oui, ok. En fait, c'est comme une espèce de détoxification et le corps fait appel à des bactéries qui viennent nettoyer le milieu pour revenir à Donc, l'homéostasie. qui provoque éventuellement des fièvres, qui provoque transpiration, des nausées, etc. Alors, c'est même pas la bactérie qui déclenche ça forcément, c'est simplement c'est le corps qui a une arme de défense qui est C'est la ça. fièvre, qui met en place. Et il met en place aussi peut-être le fait qu'une bactérie va venir proliférer sur un terrain parce qu'il le nécessite. Et ensuite, ça va permettre un retour à l'équilibre normal. Quoi, voilà. Alors, j'aime bien quand tu dis retour à l'équilibre, et je t'explique pourquoi, parce que moi je m'intéresse à la haute métaphysique. C'est un thème que mes auditeurs savent que j'aborde régulièrement et qui sera abordé de plus en plus d'ailleurs. La haute métaphysique, c'est le fait de, justement, on parle toujours d'être en harmonie. Donc toujours rechercher l'équilibre, qu'il n'y a rien de bien, rien de mal, et que le corps en fait ne fait que essayer à chaque fois de se maintenir en équilibre, au niveau mental, au niveau physique, etc. Quand tu marches, c'est un équilibre que tu remets à chaque fois. Quand tu es debout, eh bien, tu peux voir tous les mouvements que tu fais pour maintenir ton équilibre. Donc on est toujours en mouvement. Exact. Et donc là, quand tu me parles d'équilibre pour le corps, ben c'est tout ce qui existe en haut existe en bas, tout ce qui existe en infiniment petit existe en infiniment grand. Et tu vois, ça me rappelle ce modèle. En fait. C'est ça. Voilà, je pense que c'est très pertinent comme comparaison. Et effectivement, en fait, c'est ça la vie. C'est une recherche d'équilibre permanente et il y a un mouvement, en fait. Mais en tout cas, au niveau du corps humain, c'est ça qu'on observe, c'est qu'il y a cette recherche, on appelle ça l'homéostasie, le retour à l'équilibre, tout simplement. Exactement. Et tout nous invite à ça. Et la maladie, c'est aussi ça. C'est pour revenir à un équilibre sain. Voilà. Et donc les bactéries, pour finir là-dessus, c'est pas parce qu'on les voit sur une personne malade dans des tissus que c'est la cause. Ça peut être tout simplement le moyen de réparation mis à disposition par le corps pour revenir à l'équilibre. Point. Voilà. Maintenant, les parasites, c'est encore autre chose. Là, c'est encore plus gros. Donc, ça se voit aussi au microscope sans problème, etc. Mais souvent aussi, on peut voir les parasites peut-être comme non pas les grands méchants, mais comme les nettoyeurs. Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple qui marche aussi pour les bactéries d'ailleurs, mais il y a quand quelqu'un a une grosse blessure, une très grave blessure avec des tissus qui sont morts, on peut utiliser parfois des asticots pour nettoyer les plaies. Donc les asticots, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger le tissu mort, et quand ils ont fini de manger le tissu mort, ils tombent. Ils ne vont pas commencer à manger le tissu vivant. Ils font un nettoyage hyper précis. Ils ne mangent pas ce qui est vivant. Ils mangent que le tissu mort. Génial. Et les parasites, peut-être que c'est un peu ça aussi qu'ils viennent faire. Ils viennent nettoyer des endroits où il y a des déchets. Souvent, quand il y a un problème de métaux toxiques ou de métaux lourds, il y a des parasites qui viennent pour aider le corps à ne pas être empoisonné par ça. Les mycoses, les champignons nettoient le corps de certains produits toxiques. Voilà. Alors, ça peut être aussi parce qu'il y a trop d'acidité, parce qu'on a un mode de vie qui va générer trop d'acide, donc il va y avoir des champignons qui vont proliférer pour réguler ça d'une certaine manière. Alors, c'est pas agréable, ça gratte, ça machin, ça fait mal, etc. Mais c'est une façon du corps d'essayer de remettre l'équilibre. Et peut-être qu'une partie des parasites, en tout cas, c'est peut-être ça aussi. Alors, on peut se choper peut-être des parasites aussi par l'alimentation, et auquel cas, là, ça peut être problématique, etc. C'est de nouveau, c'est l'excès de parasites qui va poser problème, puisque bon, il n'y a plus de régulation, il y a un excédent. Mais j'aurais pas... je ne sais pas s'il y a un besoin de vouloir tout éliminer dans les parasites. Parce que ça se trouve, avoir quelques petits parasites à droite à gauche, c'est pas un problème en fait. C'est juste un équilibre, un écosystème, exactement. Voilà, on vit avec. Et voilà, et c'est pas un problème. Par contre, c'est si c'est en excès, parce que mon mode de vie n'est pas sain, je mange des aliments que mon corps tolère mal, je suis contaminé par des métaux lourds, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, tu as une réaction du corps qui va montrer qu'effectivement, il y a un excès alors de parasites. C'est ça. Et donc, des cures antiparasitaires peuvent avoir un effet bénéfique, effectivement. Et d'ailleurs, même des animaux dans la nature peuvent faire eux-mêmes des purges ou prendre des plantes particulières pour se déparasiter. Dans l'ancien temps, dans les campagnes, les grands-mères donnaient des sirops. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui, donc c'est intéressant. Mais après, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la santé. Et même pour les cancers, en fait, peut-être que chez quelqu'un qui a un cancer, il peut y avoir des parasites, mais le cancer lui-même
c'est pas exactement un parasite. Ça peut se comporter comme un parasite. Et donc, il y a peut-être des canaux, je me souviens plus comment ça s'appelle, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des canaux de transfert d'ions qui fonctionnent de la même manière que chez les parasites. Donc, on va prendre certains médicaments ou certaines molécules qui peuvent agir aussi sur la tumeur parce qu'elles fonctionnent avec le même principe que certains parasites. Mais c'est pas pour autant que c'est exactement la même chose, quoi. Voilà. Mais ouais, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, bon, les virus, arnaque totale, ça c'est à mettre à la poubelle. La virologie, c'est une pseudo-science qu'on aurait dû abandonner depuis au moins 130 ans. On est encore dedans, Mais c'est terrible. si tu dis ça, donc je veux dire, si tu. Donc là, c'est pour ça que tu ne te fais pas de copains. Hein. Je veux dire, Jérémy n'a pas de copains, je suis la seule. Non, mais N'importe quoi. je te taquine. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vu que nous, dans la dissidence, il y a quand même une grosse partie des médecins, puisqu'ils ont été quand même vachement attaqués pendant le Covid. Mais il faudrait que justement il y ait eu ce retour au discernement, que peut-être ils ont été arnaqués pendant des années. Ben oui. Ils ne le font pas volontairement, mais on t'apprend à l'école et tu suis simplement ce qu'on t'apprend à l'école. Sans nécessairement la fac de médecine, c'est un gros formatage. Ah ouais. Donc, certains arrivent à en sortir et franchement, je les félicite parce que c'est un traumatisme énorme en fait qu'ils ont vécu. Et donc, il y a eu un lavage du cerveau, il y a de la. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas dans l'enseignement en médecine, mais c'est fait exprès. Hein. On a envie d'avoir des pions qui soient obéissants et qui appliquent les protocoles. Donc, c'est comme ça que ça se passe, c'est normal. Qui puissent signer qui font les prescriptions qu'on attend d'eux, etc., etc. Donc, c'est très, très difficile et franchement, je compatis avec eux ce qu'ils ont souffert. Maintenant, je veux dire aussi qu'un médecin n'est pas un scientifique. Il n'a pas appris l'approche scientifique, il ne connaît pas la démarche scientifique. Et très souvent, ils sont obligés de croire. Donc, il y a un côté sectaire aussi dans l'approche médicale. Ils sont obligés de croire ce qu'on leur a dit, de croire le modèle, de croire le dogme. Et ils n'ont pas forcément les outils pour remettre ça en question. Donc, c'est très difficile à admettre, mais c'est une réalité. Moi, je suis scientifique de formation et peut-être que j'ai plus de facilité à accepter qu'un modèle est faux, c'est pas grave, on passe à autre chose. Un médecin, peut-être toute sa carrière a été construite autour de ce mensonge-là, c'est plus difficile. En particulier si c'est un chercheur ou si c'est quelqu'un qui a bossé avec ce qu'il a cru être des virus mais qui n'a pas réussi à interpréter différemment. Donc voilà, donc là c'est encore beaucoup, beaucoup plus compliqué évidemment, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle parce qu'à un moment, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut la vérité, la liberté, ou bien est-ce qu'on se contente de semi-vérité et de mensonges et on accepte toujours d'être enfermé ? Donc moi je n'ai pas de contraintes par rapport à ça, donc pour moi c'est plus facile. Mais j'ai envie de dire, faut tous avancer là-dedans et voilà, faut lire Virusmania, faut regarder ma vidéo avec Sam et Mark Bailey, voir leurs travaux à eux. Il y a de plus en plus de monde, en particulier dans le monde anglophone. C'est pour ça que je fais cette vidéo avec eux et il y aura les sous-titres en français pour que les Français découvrent que en fait, il commence à y avoir tout un petit groupe là de no virus qui se développe et c'est très sérieux. Ça n'est pas du tout des petits rigolos. C'est extrêmement sérieux et c'est très très propre. C'est ça. Et alors moi, en fait, ton discours, de nouveau, je vais repartir sur la métaphysique, etc., parce que c'est mon domaine. Vu que nous ne sommes pas qu'un corps, nous avons aussi cette partie, plusieurs niveaux. Nous sommes conscients que le miracle existe parce qu'on peut se programmer soi-même. Ouais. La mémoire de l'eau a une influence. On peut très bien programmer de l'eau, je veux dire positivement, etc. L'homéopathie sert entre autres à soigner sans médicaments. Donc j'irais vers l'épigénétique aussi. Et le côté épigénétique qui peut aussi se dire qu'on peut s'auto-soigner, s'auto-réguler, et que notre corps est tellement bien fait qu'il y a des gens qui arrivent à ne pas prendre de médicaments parce qu'ils s'auto-régulent eux-mêmes. Le médicament est un placebo de ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. Tu vois, j'aurais envie de dire. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on a Après, il y a quand même des molécules toxiques qui vont avec en général. Donc, avec les médicaments. Oui. Donc c'est mieux d'éviter, c'est bien ce que je dis. Mais ce qui revient à dire qu'en fait, on a séparé l'humain avec différentes sciences. On parle d'humain en biologie, mais non, mais l'humain, c'est de l'électricité, c'est du magnétisme, c'est à la fois de la biologie, de la chimie. Oui, c'est archi complexe, c'est incroyable. Et le problème, c'est qu'on a séparé ces sciences-là, et tant qu'on ne fait pas des liens avec les différentes sciences, pour trouver vraiment qui nous sommes et comment nous pouvons nous aider, on ne va pas avancer. On est toujours fermé et cloisonné dans une seule partie à chaque fois, tu vois.
alors qu'en fait, l'humain est totalement global dans dans sa connaissance. C'est pour ça que l'approche holistique de la santé, Voilà. c'est-à-dire sur les différents niveaux, me paraît essentielle, enfin c'est la base même. C'est-à-dire que ça me paraît compliqué de vouloir soigner un corps qu'avec une approche matérielle, alors qu'on est un être émotionnel, intellectuel, peut-être même spirituel, etc. Donc c'est plein de niveaux et c'est vraiment c'est dommage d'avoir que cette approche voilà, purement physique et souvent à côté de la plaque en plus, parce qu'on est dans l'approche toujours en médecine de l'approche Rockefeller, c'est-à-dire une maladie, une pilule en gros. Et ça a montré que ça marchait pas, que les maladies elles se chronicisent, que les gens sont malades à vie avec un nombre de pilules qui augmente avec l'âge, mais sans résoudre la cause de base. Et la cause souvent, c'est une alimentation qui n'est pas adaptée, des émotions aussi. qui ne sont pas bien gérées. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que moi, voilà, j'ai écrit des livres dessus, sur l'alimentation, sur les émotions, parce que c'est essentiel, bien sûr. Et trop peu de gens savent quoi faire de leurs émotions et sont aux prises avec leurs émotions, qui rentrent dedans et qui restent à l'intérieur et qui ne font pas leur boulot normal, exactement, de circuler. Et si ça ne circule pas accéléré, et là, ça devient problématique et ça devient comme un poison. Toxique, oui, vraiment toxique. Donc l'énergie en fait ne circule plus, il y a des nœuds à l'intérieur. Exactement. D'ailleurs là, ça revient à la médecine chinoise qui parle des différents canaux là où l'énergie doit circuler et ils savent te dire à des endroits où ça ne circule pas. Exact. Donc le mal a dit, la maladie. De nouveau, je reviens sur ce côté où on doit vraiment avoir une approche vraiment même spirituelle parfois de certaines choses qu'on a physiquement. C'est parfois des réactions. Moi, je trouve ça intéressant en tout cas parfois d'aller chercher ce que ça veut dire d'un point de vue symbolique. Symbolique, c'est-à-dire pourquoi c'est tel organe qui est touché, qu'est-ce que ça veut dire? Nous. Alors, il y a ça. Alors, mais bon, ça c'est un peu. Oui, attention à ça. Alors, moi, je dis attention à ça. J'ai fait une vidéo avec Michel Odoul, qui a écrit le livre Dis-moi tu as mal, je te dirai pourquoi, qui est je pense ah oui, c'est méga best-seller, c'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires traduits en je sais pas combien de langues, c'est un truc de fou. Et il disait un truc très intéressant qui moi me perturbait depuis longtemps, c'est que selon la langue, on ne dit pas l'organe n'a pas le même oui, nom. Allemand, c'est KNI, alors, non, je crois. Ouais, KNI, voilà, KNE. Bon, alors en anglais, effectivement, ça fait genou, donc on pourrait se dire il y a une histoire de couple ou de personnes, soi, et puis le groupe, etc. Bon, voilà. Bon, sauf que dans plein de langues, ça marche. Comment fonctionne le genou, à quoi il sert, à se baisser, etc. Quand on se soumet à l'autorité, tout ça. Voilà. Ça, par contre, c'est universel. Ça marchera partout. Et c'est pour ça que dans son approche à lui, Michel Odoul, et je pense qu'elle est pertinente, c'est vraiment de faire attention et de regarder, de toujours revenir à la fonction de l'organe. Et là, on ne fait pas d'erreur parce que l'organe, il fonctionne toujours de la même manière. Ça, c'est une bonne approche. D'accord. C'est bien parce qu'on se remet en question. Tu vois, je ne dirais plus la même chose. Je reverrai à cette approche-là. Et c'est une approche qui a été souvent nord-américaine, un peu symbolique et à rajouter un peu de langue des oiseaux dedans, qui est. Je ferai attention à ça. C'est ça. Même si ça peut parler un peu à l'inconscient aussi, c'est pas je pense pas que ce soit la façon la plus pertinente ou la plus juste de faire l'approche. Ouais, alors, moi, j'aimerais quand même revenir aussi sur un sujet que tu as abordé tout à l'heure. Je t'ai entendu tout à l'heure aborder le thème. J'aimerais te poser une question qui a été très pertinente, justement. Que penses-tu justement de Kennedy et de toute l'équipe américaine qui décide de sortir de l'OMS? Est-ce que c'est une bonne nouvelle alors? Ouais. Alors moi j'ai envie de dire, ça paraît être une bonne nouvelle. Et on l'espère. J'ai envie de sauter de joie, dire c'est génial et vive l'Amérique, God bless America, machin. Bon, voilà. Bon, j'exagère un petit peu. Non, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, mais moi je suis extrêmement prudent de tout ce qui vient en fait. J'ai l'impression qu'on est dans un espèce de grand spectacle, un grand show à l'américaine, et c'est les pros pour ça, c'est les meilleurs. Enfin, il n'y a rien à dire, Hollywood, c'est les meilleurs au cinéma, c'est incroyable. Donc c'est les meilleurs, et c'est les pros pour nous faire des tours de passe-passe, et puis des effets spéciaux incroyables, et puis il y a un sauveur avec une cape qui arrive, et tout d'un coup c'est un happy end, machin. Bon, voilà, ça c'est les États-Unis, c'est Hollywood. La réalité est quand même très différente, je pense, donc je fais très très attention. J'ai envie de dire, quitter l'OMS, c'est la moindre des choses, bravo. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quoi derrière? Si on quitte l'OMS pour mettre la même merde mais au niveau américain, je vois pas l'intérêt. Ou au niveau ou un espèce de OMS bis qui s'appellerait plus OMS, je ferai vraiment très très attention. Et il y a tellement de double discours en permanence dans l'administration Trump en particulier qui nous dit
qui nous parle Je reviens à Covid là pour le coup. Trump, c'est quand même l'homme qui se prétend être le père des vaccins Covid. C'est lui qui s'attribue la paternité des vaccins Covid, qui sont des produits toxiques, qui n'ont aucun bénéfice pour la santé et qui nous ont été, auxquels on a dû être soumis sous la contrainte. Alors, ce que tu entends de la part des pro-Q, pro-Trump, etc. Sans ça, on aurait eu un confinement que 10 ans, qui aurait duré 10 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, ils ont trouvé un système qui, a évité une catastrophe encore pire. Ah non, mais moi, c'est ça le problème, c'est ça marche tout le temps. En fait, et oui, mais c'est toujours le même processus en fait. Donc voilà. Alors, comme je dis, et c'est très bien, tu dis, on espère. Oui, on voilà. espère. Intérieurement, bien sûr qu'on espère qu'il y ait un sauveur, sauf qu'il n'y en a pas de sauveur. Le sauveur qu'on a, c'est nous. Nous, on est sûr de ce qu'on est. C'est ça. On est sûr de qui on est. À est. peu près. Oui, oui, quand on approche, qu'on essaie de se connaître, quand on fait sa part d'individuation, on essaie de se connaître. Mais je veux dire, si c'est pour quitter, c'est la peste ou le choléra, comme on disait tout à l'heure, ou si c'est pour quitter un bourreau pour en récupérer un autre, moi, je pense qu'il faudrait peut-être, cette fois-ci, changer le système. Puis je rappelle aussi que les États-Unis aujourd'hui, c'est un empire qui est extrêmement violent, qui se permet tout et n'importe quoi dans plein de pays, qui renverse des dictateurs en place d'autres. Enfin, ça crée un bordel monstre depuis toujours. J'ai pas du tout envie de faire confiance à un empire comme ça. Enfin, ça me viendrait même pas à l'idée. Pourquoi je leur donnerais un gramme de confiance, j'ai envie de dire. Donc, je serais extrêmement méfiant. Alors, Kennedy a eu des prises de position très intéressantes, c'est vrai. Mais il y a aussi un double discours. Il dit des choses, mais il ne fait pas exactement ce qu'il dit. Donc, moi, je ne sais pas. Franchement, je serais extrêmement méfiant. Ah ouais, très, très, très méfiant. Et même, j'ai envie de dire, j'ai rien envie d'attendre de ces gens-là. J'ai pas envie de leur donner de légitimité ou quoi que ce soit. Ils ne me représentent pas. Pour moi, je vois tous ces gens, tous ces politiques comme des parasites. J'ai pas envie que ma vie dépende de ces gens-là, quoi, tout simplement, au maximum. Donc, c'est pour ça que j'essaye un maximum d'avoir ma souveraineté sur ma vie. C'est ce que j'enseigne aussi en matière de santé. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'essaie d'enseigner aussi en matière de santé pour que chacun se réapproprie la responsabilité de sa santé, ce qui n'est pas facile. Mais c'est tellement gratifiant une fois qu'on a ça parce que on est presque invincible, quoi, j'ai envie de dire. On n'a plus peur des méchants virus, on n'a pas envie de recevoir des injections toxiques. Enfin, tout ça, ça nous passe là, quoi. Alors, la souveraineté, pour moi, c'est la base. C'est ça. De se connaître, d'avoir fait cette part d'individuation, vraiment de revenir à soi. Et de se faire confiance, de savoir qu'on a des outils intérieurement pour pouvoir devenir l'acteur de sa vie. C'est ça. Et j'ai envie de dire, dans cette démarche de souveraineté, pourquoi donner de l'importance même à ça, j'ai envie de dire, à Mara ou Méa? Parce que ces gens-là ne m'intéressent pas. Alors après, évidemment, parfois, dans certains cas, on a besoin quand même, c'est vrai, du système médical. Je pense en particulier s'il y a un accident, des trucs, un accident de voiture. Je serais bien content d'avoir un chirurgien qui s'occupe de moi pour réparer s'il y a besoin. Jérémy aime quand même la médecine. Ne le laissez pas tomber. S'il y a un accident, ne le laissez pas sur le bord de la route. Il ne mérite quand même pas ça. Exactement. Non, sur certains points, oui. C'est intéressant. Mais sur 90%, c'est une escroquerie qui mérite vraiment d'être démantelée totalement. Et en tout cas, revue. Complètement. Et comme on est en train de passer dans un nouveau paradigme, puisqu'on est en train de voir un changement qui s'opère réellement, des prises de conscience qui sont vraiment énormes, c'est peut-être le moment clé pour pouvoir se remettre en question à tout niveau. Donc, le niveau de la santé, le niveau de l'enseignement, le niveau familial, vraiment à tous les niveaux. Oui, exactement. Et tout à revoir, de toute façon. Donc, c'est un boulot. Ça prend du temps, c'est pas facile, mais moi je trouve ça passionnant personnellement. J'apprends tellement de choses. Je m'intéresse aussi à la chronologie et je découvre que c'est du grand n'importe quoi. C'est génial. Et en même temps, j'ai envie de dire aussi pourquoi s'accrocher à des croyances. À quoi ça nous sert en fait de vouloir continuer à croire à tel truc parce qu'on nous l'a dit à l'école? On s'en fout, quoi. Ce qui est important pour moi, c'est ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui fait sens et avancer avec ça. D'autant que. Mais ce qui fait sens aujourd'hui pourra ne pas faire sens demain. Parce qu'il y a une évolution, il y a une évolution que tu génères. Quand je veux dire ce qui fait sens, c'est ce qui est le plus
le plus pertinent en fait. Voilà. Après, c'est difficile d'avoir raison sur tout et d'être exactement dans la vérité, mais n'empêche qu'on peut s'en rapprocher quand même très très fortement. Et à un moment, on peut dire ça c'est poubelle. Ouais. Moi, les virus et virologie, c'est poubelle. Enfin, c'est vaccin, c'est poubelle aussi. Enfin voilà, ça c'est facile. Enfin, une fois qu'on a fait le boulot vraiment de recherche sur certains sujets, on sait que c'est poubelle. Et il faut même plus revenir dessus à un moment. C'est une arnaque depuis 130, 140, 150 ans. Il n'y a jamais rien qui a montré son intérêt. On passe à autre chose, on arrête avec ça. C'est que le paradigme n'est pas bon, quoi, point. Voilà. Et je trouve ça tellement libérateur en même temps, c'est génial. Mais ça se voit, hein, de toute manière. Enfin, moi, je suis dans la même démarche que toi, et c'est vrai que mes auditeurs, ils me le disent, hein, t'as changé, t'es plus de la colère. Ah bah oui, mais moi, je suis plus de la colère, il n'y a plus de colère à avoir. À partir du moment où tu comprends... Moi, je suis pas en colère. Non, la colère, c'est un moteur d'action. C'est utile quand même, la colère. Hein. Bien sûr, c'est un moteur d'action, mais tu ne dois pas rester dedans. Ah oui, donc ça, et donc, je vais dire, moi, j'ai pu faire circuler cette colère en mettant maintenant des choses... Ça pousse au cul un peu comme la colère. Ah ben, ça t'a mis fait du bien. Oui, bien sûr. C'est comme l'animal qui est coursé pour se faire bouffer. Il faut cette petite adrénaline voilà, qui nous permettent de nous prendre en charge. Exactement. Mais on ne doit pas rester dans cette colère. Non, parce que sinon, ça devient figeant, ça devient, tu te fiches, tu te bloques, tu es dans un mouvement qui n'est plus constructif, tu restes coincé dans un cercle qui n'est pas vertueux. Là. Un cercle vicieux. Mais oui, tu as raison sur la colère. Et par contre, c'est quand même important de pouvoir la ressentir et de pas la mettre de côté parce que quand on nous agresse comme pendant l'arnaque Covid, il faut avoir de la colère. Tu sais que je peux être en colère. Hein. J'ai quand même eu des vidéos, j'étais vachement en colère. Je t'ai pas vu comme ça. Oui. Mes auditeurs savent qu'avec les uniformes, je ne suis pas toujours copine, tu vois. Donc, j'ai testé l'autorité aussi, parce qu'il faut pouvoir tester ses limites, pouvoir se faire des petites peurs, comme les ados, là, tu sais. On va tester, aller contre papa et maman pour voir si on est capable de le faire. Et ça fait du bien aussi, parce que justement, ça permet de retrouver son pouvoir. D'être capable. En tout cas, moi, j'ai aucun problème avec le fait que, voilà, avoir de la colère, la ressentir de temps en temps, c'est très très bien. Et c'est un indicateur très pertinent qui dit qu'il y a quelque chose à régler. Ben ouais, super. Il y a un truc qui ne va pas, mes limites ont été franchies. Génial. Et on se remet en équilibre. Et après, on va rechercher l'équilibre. Exactement. Et c'est ça, exactement. Bravo. On revient exactement, c'est ça. Mais c'est ça. Voilà. Mais la vie, c'est une recherche d'équilibre permanent et une progression. Mais c'est une progression en spirale comme ça. Exactement. Donc, il y a une évolution, une espèce d'ascension. Et c'est fascinant ce parcours. Oui. Donc, un tout grand merci, Jérémy. Merci, Anna. À très vite. À bientôt.